La webconf d'aujourd'hui a pour thème l'entretien des pâtures, qui porte donc sur les pratiques d'automne, mais pas seulement, car il s'agit aussi de présenter de façon plus générale la conduite des pâtures au cours de l'année pour optimiser évidemment son utilisation. Il est vrai que la prairie utilisée pour les chevaux se dégrade au fil du temps. Alors, les prairies à chevaux sont souvent des prairies dites naturelles. Il y a souvent présence permanente des chevaux, une absence d'entretien, une absence de fauche de refus, une fertilisation modeste, voire absente. Or, le cheval au pâturage, il se déplace beaucoup, il y a beaucoup de piétinement, peut-être même plus que sur un pâturage de bovins, par exemple. Et puis, on verra tout à l'heure qu'il y a quand même des formations de zones surpâturées et zones de refus sur lesquelles, bien sûr, sans entretien approprié, le couvert végétal euh, se dégrade et donc il y a quand même des choses à faire. Ma présentation se déclinera comme suit, avec un focus, avec un rappel d'abord sur le comportement alimentaire du cheval au pâturage, un focus sur les espèces fourragères présentes dans les prairies, et puis donc je parlerai de l'entretien des prairies, sur la gestion des refus par le broyage, la fauche, la gestion des adventices donc, que je définirai, la fertilisation des amendements, le temps de repos, et puis je finirai par le sursemis et rénovation. Et je détaillerai à part l'entretien du paddock, qui est un peu spécifique pour enfin parler de ce qu'il faut retenir. Je rajoute un petit icône ici avec un arbre d'automne pour les pratiques qui seront indiquées donc, sur les diapos concernant ce qui est à réaliser à l'automne. La prairie est généralement composée de plusieurs espèces fourragères, donc principalement des graminées, donc ce qu'on appelle l'herbe. Elle apporte, c'est riche en énergie, c'est ce qui apporte en fait la majorité de la matière sèche ingérée par l'animal. Ces graminées, elles se développent par talage, par rhizome, par les racines et par sursemis et par ressemis, pardon. Et elles sont présentes autour de entre 50 et 90. Elles représentent 50 à 90 du couvert végétal. En seconde position, on va retrouver les légumineuses. Donc, elles sont intéressantes comme le trèfle. Je vous ai mis un exemple là de photo. Il y a le lotier, enfin, il y a d'autres légumineuses qui sont présentes dans la prairie. Les légumineuses sont riches en azote, en calcium et en magnésium. Et elles sont intéressantes car elles sont capables de fixer l'azote atmosphérique. Et on va les retrouver dans une proportion entre 8 et 12% dans le couvert végétal. Et puis enfin, on a des plantes diverses. Alors, elles sont peu recherchées et car souvent peu consommées. On va retrouver le pissenlit, l'aquilée millefeuille, la cardamine, la berce. Là, je vous ai mis une photo de berce. La pâquerette, le plantain. Alors, certaines plantes sont intéressantes parce qu'elles sont riches, elles peuvent être riches en oligo-éléments, mais d'autres peuvent être toxiques comme le bouton d'or et puis d'autres comme le sénesson. Enfin, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, elles peuvent être présentes selon les prairies, entre 10 30. On verra que si elles atteignent plus de 30%, ça va être embêtant. Les espèces les plus appréciées par le cheval sont en premier, donc on va retrouver l'orée gras, la fétuque des prés, la fétuque rouge. En deuxième position, le paturin, le dactyle, la grossite vulgaire, la fléole, le trèfle blanc. Et dans les espèces les moins appréciées, on retrouve plutôt le vulpin, la houle laineuse, le brome. C'est ce qu'on va retrouver souvent dans les refus d'ailleurs. Donc, pour parler un petit peu du comportement du cheval à l'herbe, le cheval pratique, comme vous savez tous, un pâturage hétérogène. Donc, il mange 12 à 15 heures par jour, donc pratiquement en continu. Il exploite des couverts ras du fait de sa double rangée d'incisives. Donc, il va pouvoir pâturer très ras, beaucoup plus ras qu'une vache qui prend l'herbe avec sa langue.
Et il va préférer donc l'herbe riche en protéines et en sucre, donc là où c'est très rare. Et puis, il est capable d'augmenter le temps de pâturage si la ressource est limitée. Donc, plus l'herbe est rase, et plus il va pâturer longtemps dessus pour pouvoir finalement ingérer la quantité de matière sèche dont il a besoin. Alors, il induit la formation de refus avec deux catégories. Donc, je vous ai mis une photo à gauche qui représente en fait des graminées épiées qu'il aurait pu consommer, mais qu'il ne consomme pas. Donc, on peut retrouver de la houle laineuse, souvent, voilà, donc des herbes épiées. Et puis une deuxième zone de refus, qui sont là des adventices, donc les plantes indésirables, ou on peut dire mauvaises herbes, mais finalement, il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes dans une prairie. Il y a des herbes qui ne sont pas désirées puisque non consommées par les animaux. Et par contre, donc, finalement ces deux zones de refus que j'ai distinguées là peuvent se retrouver dans la même, puisqu'on peut avoir les deux types de végétation aussi dans la même zone de refus. Donc l'entretien a quand même pour objectif de limiter cette hétérogénéité, la dégradation qui va entraîner forcément une faible productivité. Donc ce comportement, il entraîne une modification de la flore au niveau de ces zones de refus, avec une prolifération d'herbes indésirables, ce qu'on appelle les adventices, sur ces zones, un enrichissement en matière organique et minérale, donc peut-être de trop, parce qu'il y a une accumulation, puisque le cheval va déféquer sur ces zones-là, et finalement ça va entraîner en fait un cercle vicieux sur ces zones-là. Un autre cercle vicieux se forme aussi sur les zones surpâturées, puisqu'il va y avoir, au contraire, dans ces zones-là, épuisement des réserves de la plante, puisqu'il n'arrête pas de surpâturer, donc elle n'a pas le temps de pousser, et les réserves se situent à la base de la plante, donc elle n'a pas le temps de reprendre en croissance. Il va y avoir une baisse de la teneur en matière fertilisante, quelquefois apparition de trèfle blanc dans ces zones rases au détriment des graminées. Alors, des fois, ça peut prendre de grandes proportions. Et puis l'apparition donc de plantes indésirables non consommées, alors souvent ce qu'on appelle les plantes à rosette, des pâquerettes, de l'agrostis, du pissenlit, du plantain. Donc le premier élément de conduite d'entretien va consister à gérer ces zones de refus. Donc là, je vais d'abord parler des zones de graminées non consommées. Donc pour limiter finalement ces graminées épiées que le cheval aurait pu tout à fait consommer, ben, ce qui peut être intéressant, c'est de rentrer les animaux tôt en début de saison au printemps. Pourquoi? En fait, il ne faut pas laisser attendre que les chevaux aient de l'herbe jusqu'aux genoux pour commencer à rentrer les animaux dans la parcelle. Ça, c'est déjà beaucoup trop tard. Là, l'herbe va être couchée et puis ils vont délaisser un certain nombre de zones qui vont devenir des refus. Pratiquer un chargement élevé au printemps, hein, là, je vous ai mis un exemple, un tiers d'hectare par cheval ou un demi-hectare par poulinière. Bah, évidemment, ils peuvent être plusieurs sur plusieurs hectares. Ou pratiquer du pâturage mixte avec des bovins, par exemple, donc soit en simultané, soit en alternance, pour justement essayer de consommer cette matière sèche, ces graminées qui pourraient être tout à fait consommables. Au cours du printemps et en fin d'été, ben, si on n'a pas fait tout ça et qu'on a des refus, ben, c'est les broyer ou les faucher pour limiter la montée à graines. Et puis, ce qui est pas mal pour régénérer la parcelle, c'est alterner sur la même parcelle fauche et pâture, au moins avec une fauche tous les 3 ans. Ça permet quand même de rétablir le niveau de végétation. La deuxième pratique consiste là à lutter contre les plantes indésirables dans ces zones de refus. Hein, donc les plantes indésirables, je les appelle adventices. Il s'agit d'abord de privilégier des pratiques mécaniques avant le traitement chimique, bien sûr. Alors, l'objectif, c'est de maintenir un gazon dense et fermé, donc en limitant le maximum les zones nues, donc à limiter le surpâturage, le piétinement hivernal, éviter l'affouragement au pré avec du fourrage contaminé qui peut contenir des graines, par exemple de rumex ou d'autres plantes ou des chardons.
Alterner fauche et pâturage, donc même sur ces plantes indésirables. Pourquoi? Bah, parce que pratiquer des fauches précoces, notamment sur les boutons floraux des adventices comme les chardons, par exemple, ça va permettre quand même de limiter leur développement et leur montée à graines. On peut broyer les ligneux, les ronces, les arbustes, et la guéléer pour redonner un maximum de lumière aux graminées pour qu'elles puissent se développer et prendre la place qu'elles doivent prendre sur le couvert végétal. Entretenir les fossés et les talus, où va se développer de façon spontanée, souvent d'ailleurs, des plantes toxiques, hein, comme le sénesson jacobé, donc ça c'est important. Et puis fertiliser, euh, on va privilégier le compost plutôt que du fumier frais, parce que dans le fumier frais, on peut retrouver aussi des graines d'adventice. Et puis on limitera les deux derniers aspects, donc le désherbage chimique et le sursemis, je vais en reparler tout de suite après. Donc un exemple de lutte contre les plantes indésirables, ben, par exemple, c'est le herçage que l'on peut faire actuellement, avec l'utilisation d'une herse étrille qui va permettre d'arracher les plantes rampantes, notamment les stolons qu'on retrouve. Donc, ce sont des tiges aériennes qui reforment racines à même le sol. Donc, par exemple, l'agrostis stolonifère que je vous ai mis en photo. C'est pour ça qu'en ce moment, on a souvent des prairies qui sont très jaunes avec des espèces de filaments que l'on voit par-dessus. Bah, si ces amas de végétaux morts, déjà, ils gênent la lumière. Et ensuite, en plus, ils ont un pouvoir antigerminatif sur les autres plantes. Donc, ça ne va pas stimuler la régénérescence des autres graminées. Pareil pour la renoncule, c'est-à-dire le bouton d'or. Là, on peut ramasser les débris, les composter ou les brûler pour limiter la colonisation sur d'autres zones de la parcelle. Alors le herçage, c'est bien parce que d'un point de vue agronomique, ça va permettre l'assimilation de la matière organique dans le sol en disséminant les crottins. Par contre, ça va participer à la contamination parasitaire des parcelles, surtout quand on le fait par temps humide. Donc si finalement il y a les adventices deviennent prépondérantes sur la prairie, ben, il va falloir envisager quand même une lutte chimique. Donc, on va essayer de favoriser plutôt un désherbage sélectif en local, donc traiter que les zones infestées, traiter sur des plantes plutôt en phase de croissance, donc au stade rosette. Donc, s'il y a un nouveau départ de végétation en ce moment, on peut le faire, par exemple. Mais attention à la disparition des légumineuses, hein. Pourquoi? Parce que souvent, on va utiliser un antidicotylédone qui va agir, qui va lutter, qui va détruire ces plantes diverses. Mais attention, le trèfle, le lotier, ce sont aussi des dicotylédones, donc ça peut aussi détruire le trèfle à côté. Donc attention aux traitements trop généraux. Alors il faudra attendre 3 semaines entre le traitement et la nouvelle entrée des animaux sur la parcelle. Et puis donc la mesure de sécurité légale précise que finalement tout utilisateur de produits phytosanitaires à des fins professionnelles, il doit donc posséder le certificat Certifito. Donc attention effectivement à le posséder et que la réglementation précise, je vous l'ai mis en tout petit sur la diapo, mais vous pourrez la retrouver quand vous téléchargerez le diaporama. C'est qu'à partir du 1er janvier 2017, ne sont plus cédés directement au libre-service les produits phytosanitaires à des non-professionnels et qu'à partir de 2019, il y aura interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires pour un usage non professionnel. Donc attention à cette réglementation. Alors le troisième élément de conduite va être la fertilisation et l'amendement. Donc on différencie la fertilisation puisque l'on va apporter des éléments nutritifs pour la plante, alors que l'amendement va permettre d'apporter de la matière organique et des éléments nutritifs pour améliorer la structure du sol
Voilà, donc là, un peu la différenciation entre les deux. Donc le chaulage fait partie des amendements. Donc c'est intéressant de chauler, donc apporter du calcaire pour établir le niveau d'acidité. Du calcaire, souvent il y a un apport magnésien qui est souvent couplé avec le calcaire apporté, et ça va permettre d'augmenter la disponibilité des autres minéraux et des oligo-éléments dans le sol. Euh, donc ça, c'est quand même assez important. Alors on ne le fait pas comme ça de façon générale. On va pratiquer une analyse de sol ou un diagnostic nutritionnel PK sur l'herbe pour conduire un amendement adapté au sol. Et généralement, quand vous avez une analyse de sol, vous avez souvent le conseil d'amendement et d'apport de chaulage qui est compris dans l'analyse. Donc voilà pour la partie amendement. Le quatrième élément de conduite, c'est la pratique du repos. Et oui, un optimum de 2-3 mois de repos en hiver, c'est bien pour chaque parcelle, avec au moins 70 jours de repos avant une première utilisation pour la première parcelle, par exemple. Donc ça vous permet quand même d'utiliser les autres parcelles jusque un peu tard dans l'hiver et puis de se dire maintenant il y a 70 jours avant que je l'utilise. Donc là, l'idéal, c'est quand même de parquer les animaux sur une surface d'hivernage ou pratiquer un chargement très très faible sur des parcelles un peu plus de façon moins intensive. Et puis les conditions les plus favorables pour réaliser ce repos, c'est que le couvert doit être ras. Ce qui va être favorable à la régénérescence des graminées, c'est-à-dire pas de débris de végétaux et puis pas d'herbe haute pour qu'il y ait un maximum de régénérescence au niveau de la base des plantes. Et puis sur un sol aplani, tant qu'à faire par le herçage. Mais vous voyez que je vous ai mis sur la photo de gauche un travail qui est fait, une aération naturelle qui est fait par les vers de terre. Donc ça peut être aussi un outil qui, qui est naturel. Le dernier élément de conduite pour l'entretien des pâtures, c'est maintenir une productivité et ça va être évidemment, si on a trop de plantes indésirables, trop de zones nues, ça va être le sursemis, le semis ou la rénovation des prairies. Donc dans un premier temps, on va faire un diagnostic floristique, c'est-à-dire qui va consister finalement à quantifier le pourcentage de plantes indésirables ou de zones nues, de trous, et puis le pourcentage de bonnes graminées et de légumineuses herbacées intéressantes. Et en fonction de la proportion, on va décider si finalement l'entretien est nickel, donc on a une excellente prairie. Et puis plus on va avoir de plantes, un pourcentage de plantes indésirables, plus de 30%, où il faudra effectuer. Donc soit un semis, c'est-à-dire semer sur une surface totalement nue, soit ce qu'on appelle le sursemis, qui est de regarnir certaines zones nues d'une prairie qui est déjà installée sans détruire le couvert végétal. Donc on sème entre. Et puis sinon, ça va être la rénovation totale. Donc là, il faudra détruire le couvert végétal qui est installé, là par un désherbage souvent, et puis ressemer totalement toute la surface de terre. Mais ça implique quand même un investissement important, hein, le semis, la semence d'espèces végétales, c'est assez cher. Et puis le résultat peut être souvent décevant parce que quand la météo ne suit pas, ça peut poser, des fois ça peut être raté. Donc, c'est embêtant. Alors maintenant, quelles espèces végétales choisir? Parce que ça, c'est souvent des questions qui reviennent pour le semis ou le ressemis. Finalement, il n'y a pas d'espèce végétale de spécifique pour les chevaux par rapport à d'autres herbivores, hein. En fait, il y a des bonnes graminées, je les ai présentées tout à l'heure, des légumineuses. Alors, il y a certaines légumineuses qui sont dites toxiques pour le cheval, qu'on peut retrouver éventuellement dans certaines mélanges prairiaux. C'est le trèfle incarnat et l'avesse. Donc ça, des fois, vous pouvez en retrouver dans des espèces prairiales qui sont commercialisées pour le pâturage bovin.
Et le choix des espèces dépend vraiment des conditions pédoclimatiques de la parcelle, c'est-à-dire climat-sol, et puis de l'utilisation que vous allez en faire. Est-ce que c'est plutôt du pâturage? Est-ce que c'est plutôt de la fauche? Ou un peu des deux? Donc, demandez conseil à votre conseiller fourrager dans la chambre d'agriculture locale pour connaître finalement quelles sont les espèces adaptées à votre petite région. Pour les chevaux quand même, on va privilégier les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire on va essayer de choisir pour les graminées des espèces dites à épiaison tardive, dites gazonnantes, résistantes au piétinement, et puis plutôt des variétés qu'on dit diploïdes, c'est-à-dire à 2 N chromosomes, qui vont être plus résistantes au piétinement excessif et plus faciles à sécher lors de la fauche par rapport à des variétés dites tétraploïdes à 4 N chromosomes. Concernant les légumineuses, généralement, on va limiter à moins de 20% le total dans le mélange prairial. Alors là, je vous ai mis un tableau, donc vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est un petit, mais ce sont des propositions de mélange d'espèces prairiales en fonction du type de sol. Donc, vous avez type de sol plutôt calcaire, séchant acide, hydromorphe, c'est-à-dire très humide, ou alternance humide et séchant l'été, par exemple. Et puis, vous allez avoir des mélanges proposés qui sont plutôt pour une dominante en pâture, en vert, ou plutôt pour une dominante de fauche en jaune. Donc finalement, dans ces mélanges, en chiffres, vous avez finalement le nombre de kilos de semences à l'hectare et le tout fait le mélange. Et la préconisation, c'est de limiter à 6 le nombre d'espèces et à 8 le nombre de variétés dans l'espèce et ne pas dépasser une dose de 30 kilo/hectare. Voilà. Donc pourquoi limiter à 6 le nombre d'espèces? C'est que vous avez forcément des espèces qui sont un peu plus dominantes que les autres et finalement, au bout du compte, vous allez vous retrouver avec 3-4 espèces alors que vous en avez planté 10, par exemple. Donc, pour toutes ces précisions, je vous ai mis en lien, vous allez pouvoir le retrouver sur vos diapos, le guide préconisation agronomique pour les mélanges de semences pour prairies en France, qui est très intéressant. Vous retrouvez plein d'informations sur toutes les variétés de semences prairiales que l'on peut rencontrer. Enfin, je parlerai de la gestion particulière du paddock. Alors, le paddock, il est soit utilisé comme surface d'exercice pour les chevaux au box, soit comme surface d'hivernage pour parquer des animaux ou pour limiter la détérioration des pâtures, ou finalement, c'est un lieu de détention aussi pour les chevaux à restreindre, par exemple des chevaux en surpoids qui auraient une note d'état corporel supérieure à 4 par rapport à 5, une échelle de 5 et pour lequel il faut limiter l'accès à l'herbe, notamment en période de forte pousse, printemps et puis même à l'automne, et distribuer finalement un foin pauvre et fibreux. Donc cette utilisation induit forcément le maintien d'une surface souvent dénudée. Et finalement, il n'y a pas de croissance productive de l'herbe. Il ne faut pas en avoir productive de l'herbe, c'est pas possible. Ça va vraiment être différent de la pâture, donc bien différencier le paddock de la pâture. La pâture, elle a vraiment une fonction de ressource alimentaire. Le paddock, pour moi, ce n'est pas une ressource alimentaire. C'est un lieu de vie ou d'exercice. Alors évidemment, on va essayer de faire quelque chose quand même pour limiter cette dégradation et pour éviter la propagation des mauvaises herbes quand même. Donc pour le paddock, on peut quand même broyer les adventices avant la floraison pour limiter la montée en graines et la contamination aussi des autres parcelles, des parcelles attenantes. Arracher les plantes toxiques, par exemple le sénesson jacobé, on le retrouve souvent en bordure de parcelles sous les clôtures et il s'arrache quand même assez facilement. Donc ça, c'est possible. Protéger les arbres parce que quand le cheval n'a pas grand-chose à manger sur le paddock, il va
Il va se jeter sur les arbres, donc attention à bien protéger les arbres et surtout si vous avez des arbres type ornementaux, où là ça peut être toxique pour les animaux. Entretenir sous les clôtures, ramasser les crottins autant que possible pour limiter la contamination parasitaire. Alors si le paddock est très grand, bah, peut-être que ça sera difficile, mais généralement sur des paddocks, les chevaux ont tendance à concentrer un peu leurs faciès, donc ça peut être quand même plus facile. Et puis si vous voulez vraiment maintenir un couvert végétal, ben, ressemer avec une espèce à lever rapide comme le Regra d'Italie, qui est quand même la, enfin, la variété, l'espèce la plus compétitive vis-à-vis des adventices. Elle pousse quand même très vite. Donc ça peut être intéressant de la ressemer au printemps. Et puis ben, au maximum, prévoir une surface stabilisée ou semi-stabilisée pour l'hivernage pour réduire ben, ces zones défoncées qui sont quand même des zones difficiles à entretenir par la suite. Donc en conclusion, pour entretenir la prairie, avec comme objectif la productivité de l'herbe, bah, il faut exploiter l'herbe en fonction du cycle, c'est-à-dire ne pas exploiter en permanence. Voilà. Pratiquer un chargement élevé au printemps et une rotation des pâtures dans la mesure du possible pour limiter ce surpâturage, limiter ces refus notamment de graminées et pieds, et puis prévoir des périodes de repos sans animaux. Alors forcément, tout cet entretien, elle induit un minimum d'outils nécessaires pour les travaux. Et c'est souvent ça qui manque et c'est souvent pour ça qu'il n'y a pas d'entretien. Donc un broyeur, c'est peut-être le minimum. Une herse, ça peut être intéressant. Ou alors faire appel à un tiers qui est équipé. Alors en automne ou pendant l'hiver, profitez aussi pour prévoir, anticiper sur la conduite de la saison prochaine, sur ce que vous allez faire sur les prairies, sur les paddocks. Et puis pensez aussi à la révision des clôtures, des points d'eau. Ça, c'est intéressant à faire avant l'hiver. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, j'ai essayé de mettre quelques éléments de conclusion, c'est maintenir un chargement adapté, donc élevé au printemps, limiter les refus, de la rotation, limiter le surpâturage, savoir retirer les animaux des parcelles avec des périodes de repos. Donc, il faut peut-être enfin, faire du, du morcellement de parcelles, faucher les refus ou les valoriser avec d'autres herbivores, alterner fauche et pâture sur la même parcelle, je vous ai dit au moins une fois tous les 3 ans, prévoir des périodes de repos, notamment en hiver, pratiquer un désherbage localisé si les zones sont trop polluées par les adventices, et puis limiter l'apparition de zones nues où se développent les adventices ou les herbes non consommées et donc par le sursemis de graminées. Eh ben, je vous remercie pour votre attention. Donc, vous pourrez retrouver sur Wikipédia, je vous ai mis en bas quelques fiches techniques sur lesquelles vous pourrez retrouver des informations dont j'ai parlé. Le diagnostic prairial, il y a une fiche sur les graminées, sur les légumineuses, il y a une fiche apport des matières organiques, il y en a une sur le chaulage, la rénovation des prairies, ce que c'est que le diagnostic nutritionnel PK, fiches techniques qui sont à votre disposition. Donc, pendant que vous pouvez commencer à poser des questions sur le chat, je vous rappelle je vous donne l'information sur les prochaines webconférences. Donc, mardi prochain sur donc conjuguer santé et performance, un enjeu de carrière. Le jeudi 27 septembre, le syndrome du poulain de sang fragile, donc une maladie génétique, la WFFS. Et la semaine d'après, le 2 octobre, les êtres du cercle, donc une webconférence sur l'équitation.